Mesdames et messieurs, bonjour. Désolé d'abord de ne m'adresser à vous qu'à distance, mais la crise sanitaire étant ce qu'elle est, et c'est pas prêt de s'arranger, du moins en Belgique, il faut se montrer prudent. Je vais commencer en vous parlant du Code wallon du bien-être animal, qui a été considéré pendant un certain temps, à raison, mais peut-être un peu à tort aussi, comme très avant-gardiste. Je vais vous résumer l'environnement législatif belge en étant très bref. Il y a une loi au départ de 1986 sur la protection du bien-être animal, qui est un peu l'équivalent de la loi Grammont en France, mais qui est beaucoup plus ancienne, bien sûr. Cette loi de 1986 a non pas disparu, mais été modifiée dans différentes régions belges au moment de la régionalisation qui s'est faite en 2014. Et dès lors, les législations sont devenues différentes en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. C'est à ce moment-là que a été élaboré le Code wallon, qui a vu le jour en 2018 et qui est devenu applicable, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Alors, qu'est-ce que ce code? Et je vais essayer de me résumer dans les 20 minutes qui me sont imparties. Qu'est-ce qu'il présente de remarquable qui mérite de vous être exposé cet après-midi? C'est que d'abord, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est un code qui, je crois, est bien fait du point de vue légistique par rapport à ce qui existait avant, et en particulier cette loi de 1986 dont je parlais. Il a fait l'objet pendant 4 ans d'une très large consultation préalable auprès des citoyens qu'on a responsabilisés au maximum, auprès des associations protectrices des animaux, pour aboutir à l'adoption de ce texte qui est précédé, c'est assez remarquable, d'un lexique d'une quarantaine de noms, d'appellations qui facilitent fort la lecture de cette loi, de ce code, et qui est très complet. Et après cela, nous avons 2 grands chapitres, qui seront d'ailleurs les 2 grands aspects de mon exposé. Ce sont les dispositions générales du code, les dispositions de principe, et ensuite les dispositions particulières, qui sont propres à différents aspects de la protection animale. Il y en a une dizaine, parmi lesquelles, et c'est évidemment classique, il y a la détention des animaux, les pratiques interdites, le commerce des animaux, leur transport, leur mise à mort, bien entendu. On est un peu étonné de voir la mise à mort, qui est quand même un aspect essentiel de la protection, qui vient parmi et après d'autres aspects peut-être moins fondamentaux, mais enfin bon. Et enfin, l'expérimentation sur les animaux, qui est peut-être le chapitre le plus développé d'ailleurs. Alors, ce qui est remarquable dans les dispositions générales, avant de prendre les dispositions particulières, c'est évidemment, même si ce n'est plus tellement nouveau à l'heure qu'il est, la reconnaissance de la sensibilité animale. La reconnaissance de la sensibilité animale, ce n'était déjà pas très nouveau en Belgique sur le plan international, puisque, vous le savez mieux que moi, la France, dans son code civil, a modifié le droit des biens sur ce plan-là en 2015 déjà. Et il faut savoir que en Belgique, c'est vrai que le code wallon a eu un aspect avant-gardiste sur ce plan, avant la Flandre, avant Bruxelles, et avant même le code civil belge, qui, soit dit en passant, est à peu près le même, c'est le code Napoléon, que le code civil français, mais où la reconnaissance de la sensibilité animale n'a fait l'objet d'une modification que cette année-ci, en 2020, et qui n'entrera en vigueur qu'en septembre 2021. Alors, c'est un peu la même chose que le Code civil français. On reconnaît la sensibilité de l'animal. On en fait une catégorie hybride, c'est-à-dire que l'animal ne sort pas complètement de la catégorie des biens meubles. Il en sort en principe, on lui donne un statut juridique un peu hybride, mais il reste assimilé
à la catégorie des biens, donc pouvant faire l'objet d'actes commerciaux, etc. C'est évidemment tout un chapitre, je crois qu'il aurait été abordé au cours de cette journée d'études. D'ailleurs, c'est un problème particulier, c'est le maintien des animaux dans la catégorie des biens, problème qui se pose aussi bien avec le Code civil français qu'avec le Code civil belge en gestation. Il y a aussi, c'est une autre critique, à côté de ce maintien dans la catégorie des biens, de ce caractère symbolique de la reconnaissance de la sensibilité animale. Cette reconnaissance est quelque chose de nouveau, mais on en a tempéré, vous aurez lu beaucoup d'auteurs dans ce sens-là, on en a tempéré les effets en disant que ça a un caractère concrètement peu effectif, et essentiellement symbolique. Symbolique, à mon avis, n'est pas réducteur. Quand on arrive à faire bouger les lignes de monuments, de bastions aussi importants dans la société civile belge et française d'ailleurs que le Code civil, eh bien c'est déjà beaucoup, même si la modification est symbolique. C'est une avancée déjà majeure. Cela étant, ce qui est peut-être et qui reste important et avant-gardiste dans le Code civil, dans le Code wallon, c'est l'accent qui est mis sur la protection intrinsèque de l'animal. Je veux dire, la protection pas au travers de celle de l'environnement ou de la nature, mais la protection du bien-être animal pour l'animal lui-même. Et ça va assez loin, parce que ça débouche sur la prise en compte non seulement de souffrance physique, la souffrance étant évidemment le critère de la sensibilité essentielle, mais de la prise en compte de souffrance psychique également. Ça va jusqu'à la prise en compte d'une notion assez large de la lésion, qui couvre également des mutilations qui ne s'accompagnent pas de douleur, donc cela va assez loin. C'est vraiment la protection de l'animal pour lui-même, sa protection intrinsèque, la définition donnée par le Code étant d'ailleurs que l'animal est un être sensible qui possède des besoins spécifiques, j'insiste là-dessus, selon sa nature. Alors, quelque chose qui est intéressant sur le plan des principes toujours, j'en suis toujours aux dispositions générales du Code, c'est son champ d'application, du moins un des aspects de son champ d'application, où l'on fait la distinction, la summa divisio en quelque sorte, entre les vertébrés et les invertébrés. Alors est-ce que c'est justifié ou non? On peut en discuter, on en discutera aujourd'hui sans doute, parce que c'est sur le plan de l'égalité entre les animaux, que l'on reconnaît par ailleurs, c'est évidemment quelque chose qui est très discutable, mais le Code wallon a pris ce parti de dire qu'il ne s'applique que aux vertébrés, mais il s'applique aussi aux invertébrés dans une certaine mesure. D'abord pour les invertébrés qui sont spécifiés dans le Code, et ensuite, dit-on, pour les invertébrés que le gouvernement wallon pourrait déterminer, dit-on, sur la base de recherches scientifiques menées quant à leur capacité sensitive. Donc là, il y a une extension possible de la compétence du législateur aux invertébrés. Alors, ce qui est, dans un tout autre ordre d'idées, important sur le plan des principes aussi, je tiens à le souligner, c'est à propos de la mise à mort des animaux, essentiellement dans les abattoirs, mais aussi les abattages rituels que l'on connaît avec les problèmes religieux, le conflit entre certaines religions, juives et musulmanes en particulier, qui exigent l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable, le conflit entre ça et la prise en compte, qui est plutôt la nôtre, de la souffrance animale. Eh bien, en 2018, c'était en tout cas assez novateur, ce l'est peut-être moins maintenant parce qu'on a beaucoup développé et discuté de ce sujet, mais le Code wallon reconnaît que l'abattage
doit se faire avec étourdissement préalable, et sa formulation exacte est de dire que lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal. C'est évidemment tout un sujet que je ne vais pas développer davantage devant vous maintenant, mais qui fera l'objet de discussions, et de discussions parfois assez tendues, vous pouvez l'imaginer, ça a été le cas en Belgique, la presse s'en est suffisamment fait l'écho. Voilà ce que je voulais souligner au point de vue, à mes yeux, des principales dispositions générales de ce code wallon qui, sur le plan des principes, ont été intéressantes et continuent, je pense, à présenter un certain intérêt. Les dispositions particulières, il y en a beaucoup, et je vais évidemment me limiter à certains exemples. Une disposition particulière relative à la détention d'animaux est celle du permis de détention. Suivant le code wallon, on devient à la majorité, c'est-à-dire à 18 ans, automatiquement titulaire, sans rien faire de plein droit, titulaire d'un permis de détention des animaux, permis totalement immatériel, automatique, c'est son caractère un peu étonnant, mais qui est susceptible, et vous verrez tout de suite l'analogie avec la circulation routière, ce permis peut être perdu à mesure des infractions qui pourraient être constatées et qui seront consignées dans une base de données. Tout ceci pour responsabiliser au maximum la population détentrice d'animaux et prévenir les risques de récidive. Alors, c'est une mesure assez novatrice, permis dématérialisé, mais on en a critiqué l'efficacité en disant que, la responsabilisation peut-être, mais comment peut-on parler de responsabilisation alors que les gens ne sont même pas conscients de l'existence, bien entendu, souvent en tout cas, de ce permis. Seul l'avenir permettra de montrer si cela a une certaine effectivité, une certaine utilité, je pense. Ça, c'est une des mesures positives qui a été prise. Une autre qui mérite d'être signalée à propos de la mise à mort des animaux et des abattoirs en particulier, c'est la nécessité, l'obligation dans les abattoirs d'installer des caméras de vidéosurveillance et de prévoir des contrôleurs chargés de contrôler la correction du processus de mise à mort dans l'abattoir. On a aussi critiqué cette mesure en disant que le contrôleur était désigné par l'abattoir lui-même, avec le problème d'indépendance que cela peut impliquer, mais enfin, encore une fois, on verra si cette mesure peut améliorer la situation qu'on connaît, hélas, malheureusement, dans les abattoirs. Ça, ce sont des mesures positives, le permis, la vidéosurveillance, le contrôleur en question, parmi beaucoup d'autres, qui ont été instaurées par le Code. Il y a aussi pas mal d'interdictions. Il y a évidemment dans ces chapitres toute une série d'interdictions qui étaient peut-être originales à l'époque, en 2018, quand le Code a été élaboré, qui le sont moins, et je veux prendre deux exemples extrêmement récents dont on aura sans doute parlé aujourd'hui. C'est que ce Code qui interdisait l'exploitation des animaux à fourrure à l'époque, de même que la présentation d'animaux sauvages dans des cirques itinérants, les dauphins, les cétacés, etc., est en train d'être rattrapé par des projets en France précisément qui vont aboutir à une situation analogue. Même chose où le Code avait une certaine originalité en 2018, mais est rattrapé entre guillemets
par les projets de réglementation de la Commission européenne. C'est sur le plan de l'élevage en cage des poules, des truies, des veaux, où la réglementation européenne se penche et probablement prendra des mesures d'interdiction à ce point de vue-là prochainement. Ce qui mérite d'être souligné également dans ce code, mais je n'irai pas plus loin parce que sinon ça nous entraînerait dans des développements extrêmement longs, c'est sur le plan des expérimentations animales. Il y a bien entendu des expérimentations qui sont interdites ou plutôt qui ne sont autorisées qu'à des fins scientifiques et évidemment pas à des fins cosmétiques ou ménagères. Mais c'est aussi le caractère extrêmement développé dans le code des mesures alternatives qui doivent être recherchées pour trouver d'autres solutions que la mise à mort des animaux pour pouvoir obtenir les résultats scientifiques que l'on attend. Ça, c'est un chapitre assez développé où vous verrez, si vous en prenez connaissance, qu'il faut chaque fois soumettre à des commissions d'éthique des projets d'expérimentation qui devront être examinés de manière extrêmement attentive. Voici un peu donc en vrac et parmi beaucoup d'autres certaines mesures qui sont intéressantes dans ce code wallon. Je terminerai en soulignant malgré tout les lacunes. Il reste évidemment, comme dans toutes les réglementations, des lacunes. Pourquoi a-t-on fait beaucoup plus attention aux animaux domestiques et aux animaux d'élevage qu'aux animaux sauvages? Est-ce que le lobby de la chasse est intervenu pour empêcher qu'il y ait une réglementation efficace concernant les animaux sauvages? C'est sur le plan des lacunes ou des faiblesses du code quelque chose qui peut être souligné. Il y a de manière plus spécifique certaines mesures dont on a regretté l'absence dans le code. C'est par exemple l'absence d'interdiction d'équeutage des ovins, l'absence d'interdiction de la castration des porcelets, des mesures comme cela qui auraient pu, aussi le foie gras bien entendu. Et là, la Wallonie en Belgique, pour ne parler que de la Belgique, se fait un peu dépasser par Bruxelles et par la Flandre qui sont en train d'aller plus loin. Et je crois qu'en France, on n'est pas encore très loin à ce point de vue-là. C'est l'interdiction ou en tout cas la réglementation stricte du gavage des oies et des canards en vue de la production de foie gras. Alors, ce qu'il faut bien se dire, et là c'est une réflexion peut-être un peu désabusée mais réaliste, je crois, pour terminer, c'est que ce code est un bon code, je le répète, sur le plan légistique, sur le plan de son contenu, le plan des principes, des mesures préconisées, c'est bien. Mais il faut les moyens financiers, évidemment, pour le mettre en œuvre. Et ça, je crois que la situation est la même dans beaucoup de pays. La Belgique ne fait pas exception. La Wallonie n'est pas riche. Je veux dire que pour mettre en œuvre ce code qui prévoit beaucoup de choses, qui coûtent cher, prévoit des vétérinaires, des experts, des commissions, des comités de ceci et de cela. Je n'entre pas dans les détails, mais tout ça coûte cher à mettre en place. Est-ce que la Wallonie se dotera également des moyens financiers nécessaires pour que tout cela fonctionne de manière effective? On le verra bien. Et peut-être un dernier mot, mais ça c'est un problème plutôt belgo-belge, je crois, c'est qu'il y a en Wallonie en particulier une certaine rivalité. J'ignore en fait si ce même problème se rencontre en France ou ailleurs. Certaines rivalités entre l'administration et les refuges d'animaux, les refuges se montrant beaucoup plus radicaux sur le plan des sanctions, de la coercition, alors que l'administration se montre plus lente, souvent plus laxiste, prenant plus en compte les situations difficiles des personnes détentrices d'animaux. Il y a là une certaine rivalité
une rivalité aussi dans la répartition des fonds qui sont consacrés. Je reviens à l'aspect financier. Bref, l'avenir nous dira beaucoup de choses si ce code wallon entre en vigueur de manière vraiment effective dans toutes ses dispositions, novatrices, moins novatrices. Je pense en avoir exposé les aspects essentiels et je vous remercie de votre attention.